Bonjour à tous, je suis Samuel Adimi et je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de UBA Business Series. Il s'agit en réalité d'un séminaire qui se tient en ligne, une sorte de webinaire si vous voulez, qui vise à outiller les clients de UBA et même ceux-là qui ne le sont pas, donc les prospects. Donc, ce séminaire vise à les outiller avec des enseignements de partage d'expérience beaucoup plus pratiques pour leur permettre de propulser leur entreprise au niveau supérieur. Alors, la session de ce jour va s'intéresser à un domaine clé, donc dans la gestion d'une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou même une grande entreprise. Cette session est intitulée Atteindre des résultats exceptionnels grâce aux soft skills. Atteindre des résultats exceptionnels grâce aux soft skills. Alors, la session va durer environ 45 minutes et va se boucler à travers une séance de questions-réponses, une séance au cours de laquelle nous allons aborder les questions que vous nous auriez laissées entre-temps. Alors, ceci dit, pendant que notre invité serait en train de faire sa présentation, vous êtes donc invité à laisser vos questions dans la boîte de discussion qui est située à droite de votre écran. Rappelez-vous, les questions constructives, vos impressions, vos commentaires sont vivement recommandés. Et donc, pour nous permettre de mieux gérer cette séquence de questions-réponses, vous allez bien devoir renseigner votre nom, votre prénom et même votre titre ou votre qualité. Vous direz par exemple, vous mettrez par exemple votre nom, moi c'est Samuel Adimi, vous mettez votre titre et ensuite vous posez votre question. Cela nous permettra de savoir qui pose la question et au moment opportun, on pourra nous assurer que vous avez réponse à votre question. Alors, il faut noter que tous les commentaires, euh, toutes les questions et toutes les impressions que vous allez partager avec nous seront revues et c'est seulement les questions qui sont constructives, liées au sujet en discussion qui seront donc diffusées. Et donc, vous pouvez suivre cette session-là à travers différents canaux, à travers l'application Teams, ou si vous voulez, vous pouvez accéder à cela à travers votre navigateur web Chrome de préférence. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session. Alors, vous savez, réussir en entreprise, c'est un processus qui met en jeu plusieurs acteurs. Et certains de ces facteurs-là ont trait aux attitudes, mais surtout aux aptitudes que nous développons. Alors que certaines attitudes vont nous amener, vont nous éloigner du succès, des aptitudes, certaines aptitudes, elles auront la vertu de nous propulser vers des sommets jamais atteints au sein de notre entreprise. Alors c'est donc pour revisiter ensemble ces aptitudes-là qui feront de nous des champions au sein de nos différentes entités, que nous avons donc décidé de prendre contact avec un monsieur dont l'engagement entrepreneurial n'est plus à démontrer, un entrepreneur, un speaker motivateur. C'est le patron de Iridium Sal qui est notre invité, Monsieur Régis Ezi, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est un homme multicasquette, à son arc, il a plusieurs cordes. Il est fondateur de la Rock Academy, une plateforme ouest-africaine de e-learning avec à la clé beaucoup de contenus édifiants et des formations pour les entreprises et même pour les entrepreneurs. Régis Elvi, c'est aussi le créateur de la marque d'Aïelian, que vous connaissez certainement, une marque agroalimentaire très identitaire avec les Clui qui ont été revisités et modernisés. Régis Ezi, c'est donc un parcours modeste, mais surtout très inspirant. Nous espérons avoir le meilleur avec lui au cours de cette session. Monsieur Ezi, bonjour et bienvenue à cette session. C'est un bonheur pour nous de vous avoir avec nous pour ce premier numéro des UBA Business Series.
Bonjour, bonjour à tous les participants. Bonjour Samuel, merci pour cette présentation, cette introduction. Merci pour l'invitation, merci à UVA pour l'initiative déjà qui consiste à accompagner les uns et les autres vers l'excellence. C'est un plaisir d'être là et nous allons partager donc des notions intéressantes ensemble. Merci, plaisir partagé. Alors, chers participants, n'oubliez pas que pour poser vos questions, vous devez donc laisser vos messages dans la boîte de discussion. Elle est située juste à droite de votre écran. Vous laissez vos questions et vous vous présentez également. Et nous ferons le plaisir donc de partager vos questions avec notre invité. Monsieur Eddy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à nouveau à tous et à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et de savoir qu'on est déjà un bon nombre connectés pour parler de soft skills. Samuel a longtemps présenté un petit peu mon profil. Je ne vais donc pas trop m'étaler. Je suis Régis Ezzi, je suis entrepreneur multicasquette. J'assume le fait d'être un multipotentiel et c'est quelque chose, vous verrez, on en parlera, qui est de plus en plus prisé aujourd'hui. Et j'interviens dans différents domaines, que ce soit l'agroalimentaire ou le e-learning. Je suis également speaker sur les questions de leadership, de motivation, de développement personnel et d'entrepreneuriat. J'ai donc été ravi de pouvoir collaborer avec UBA lorsque ils ont manifesté le désir de cette collaboration, parce que le sujet que nous allons aborder est un sujet clé. C'est un sujet clé dont on parle peu, de plus en plus, mais encore assez peu, je trouve, dans nos environnements. Il s'agit des soft skills. Je pense qu'il est important, dans un premier temps, déjà de planter le décor en disant ce que sont les soft skills. Généralement, lorsqu'on cherche un emploi ou lorsqu'on travaille même dans une entreprise déjà, quelle que soit la position dans laquelle on est, ce qui compte à nos yeux, traditionnellement, je dirais, ce sont les diplômes. Ce sont les diplômes, donc c'est bouts de papier qui ont leur valeur, n'est-ce pas, en fonction de l'université dans laquelle vous avez été, du niveau auquel vous vous êtes arrêté, etc. Les diplômes sont importants, mais ils sont aujourd'hui de plus en plus challengés par autre chose. Parce que les diplômes, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on résume en hard skills. Les hard skills, en français, on parle de compétences dures. C'est-à-dire que si vous êtes un ingénieur, on sait que votre domaine de définition, ça va être telle et telle discipline. Si vous êtes un journaliste dans la communication, on dira que vous avez des compétences rédactionnelles. On va vous évaluer sur vos compétences rédactionnelles, orales, à l'oral, à l'écrit, etc., votre sens de l'analyse. Et en fonction de votre domaine d'études, on prendra des compétences techniques pour vous évaluer. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est très clair. Le menuisier, on verra, on se demandera s'il arrive à bien faire une découpe, est-ce que tout est droit, etc., etc. Donc, pendant longtemps, les entreprises ont recruté uniquement sur ces critères-là. Et les chefs d'entreprise aussi. C'est-à-dire que l'on soit à la recherche d'un employeur ou employé, ce qui a compté, ça a été ça pendant longtemps. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et croyez-moi, dans certains pays, elles ont déjà tellement changé que ce que les gens demandent en premier, c'est autre chose que les diplômes. Et qu'est-ce qu'on demande justement? On parle de soft skills. Les soft skills en français, ce sont les compétences douces. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous pouvez aussi entendre parler de compétences comportementales ou de savoir-être. Parce que les hard skills, c'est le savoir-faire et les soft skills, c'est le savoir-être. Et retenez-le bien, le savoir-être prend beaucoup de place dans nos entreprises aujourd'hui et il va être de plus en plus, dans nos sociétés même, il va être de plus en plus prisé. Voilà pourquoi nous avons décidé d'évoquer cette thématique pour vous donner déjà des bases, des clés et vous inviter à aller faire des recherches plus tard, à développer cet aspect-là dans la poursuite de votre carrière ou de votre parcours, quel que soit là où vous vous trouviez, que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise et autres. Alors, je prends un exemple simple. Vous avez deux personnes qui ont le même diplôme, qui postulent pour, qui sont candidates pour un poste. Qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui a un master dans la discipline A et la seconde personne qui a un master dans la discipline A? Lorsque vous arrivez, les recruteurs aujourd'hui vous évaluent sur un certain nombre d'autres choses. D'ailleurs, lorsque vous regardez les CV, après avoir parlé vous avez le paragraphe où on parle du diplôme requis, profil, etc.
On parle ensuite, dans un autre paragraphe, des aptitudes que l'on recherche. Être force de proposition, être disponible, être ceci, être cela. C'est-à-dire que de façon intrinsèque, il a toujours été important pour les entreprises de miser sur des hommes et non sur des diplômes. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important parce que la compétition dans le monde du travail, elle est extraordinairement féroce. Et la seule chose qui va vous permettre de faire la différence avec quelqu'un qui a le même niveau que vous, ça va être votre personnalité. Comment vous bâtissez une personnalité de leader? La seule chose qui va vous permettre de faire la différence, ça va être ça. Nous avons également la concurrence avec les machines qui a également facilité ou favorisé, je dirais, l'essor ces dernières années des soft skills. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet aux entreprises de se passer d'un grand nombre de postes parce que nous sommes tous, autant que nous sommes, en tout cas quand on pilote un projet ou une entreprise, on est à la recherche d'un niveau de profitabilité, de rentabilité, d'un niveau de rendement le plus élevé possible. Donc, on réduit au maximum l'intervention humaine. Vous prenez des entreprises comme Amazon, malgré les dizaines de milliers de personnes qu'emploie cette boîte, elle en a supprimé plusieurs. Elle a supprimé des centaines et des milliers de postes ces dernières années. Vous voulez récupérer un colis en Occident, en France, aux États-Unis, ailleurs, ben, ce sont des robots, des driverless cars qui arrivent, qui vont placer au niveau des stations où il y a des box de récupération qui vont placer vos colis. Vous venez, vous tapez votre code, vous récupérez et vous partez. Donc, les facteurs, par exemple, et une bonne partie de la chaîne logistique est déjà amputée. Comment vous faites déjà pour sauvegarder votre emploi, premièrement, et pour aller plus loin? Voilà autant de questions qu'il faut se poser et voilà autant de fondements, de raisons pour lesquelles les soft skills sont importantes. Il faut savoir que l'être humain sera toujours en avance sur la machine sur certains points. Les robots, malgré toute leur performance, toute leur efficacité, ne pourront pas combler tout ce que l'on attend d'un collaborateur, je dirais, à certains postes. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Voilà déjà les deux raisons pour lesquelles, principales pour lesquelles il faut s'adonner aux soft skills. Je voulais planter le décor en disant compétition dans le monde du travail et compétition aussi avec les robots, si on peut appeler ça comme ça, ou si on peut simplifier la chose. Donc, une fois qu'on a compris cela, il faut se demander quels sont les soft skills qui sont aujourd'hui véritablement prisés par les entreprises. Vous savez, il n'y a pas de classification officielle qui existe pour le moment au niveau des soft skills. Il n'y en a pas. Donc, c'est très variable d'une entreprise à une autre. Si vous êtes déjà dans une entreprise, ce qui est important, c'est de comprendre la culture de votre entreprise, de lire son histoire, de savoir comment elle fonctionne, de regarder les success stories qu'il y a eu dans votre entreprise, c'est-à-dire des personnes qui ont eu de belles carrières, qui ont eu des évolutions fulgurantes, et d'essayer de comprendre quels sont les leviers sur lesquels ces personnes-là se sont véritablement appuyées pour connaître l'ascension qui a été la leur. Parce que regardez dans votre entourage, qu'il s'agisse de votre entreprise, celle dans laquelle vous travaillez ou d'une autre que vous connaissez, vous vous rendrez compte que ce n'est jamais la compétence technique seule qui fait les superbes carrières. Il y a toujours d'autres facteurs. Et ces facteurs-là, on les retrouve au niveau des soft skills. Les soft skills vous amènent à comprendre aujourd'hui que vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur pour être un leader. Parce qu'on associe souvent le leadership à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'intrapreneuriat et d'intrapreneurs. Les intrapreneurs. Les intrapreneurs, ce sont des personnes qui ont développé des soft skills, qui ont donc développé des compétences qui leur permettent de jouer le rôle d'un entrepreneur dans une organisation à laquelle ils appartiennent. Et c'est de ça dont toutes les entreprises ont besoin. Et ça m'amène à parler d'un premier point. Une compétence qui est très recherchée. Parce que comme je le disais, il n'y a pas de classification officielle, mais il y a des compétences qui sont recherchées par toutes les entreprises. L'autonomie aujourd'hui est une compétence qui est extrêmement recherchée. L'autonomie. Pourquoi l'autonomie est-elle recherchée? Simplement parce que, à la faveur de la crise du Covid, on s'est rendu compte que le télétravail était devenu inévitable. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont toujours en télétravail, n'est-ce pas? Les difficultés pour les employeurs se sont situées au niveau de la confiance. La confiance
qu'un employeur peut avoir envers ses collaborateurs en sachant qu'ils ne sont pas sur place, ils ne sont pas sur le site, mais qu'ils doivent délivrer un travail. Et on a vu certaines entreprises depuis l'avènement du Covid dans lesquelles il était difficile d'établir un climat de confiance et du coup, les réunions se sont multipliées à n'en plus finir avec beaucoup de réunions fantaisistes parce que le manager veut s'assurer que ses collaborateurs soient véritablement au poste, qu'ils ne sont pas sortis boire une bière, qu'ils ne sont pas allés se balader, qu'ils ne sont pas allés vaquer à leurs occupations personnelles. Donc, il y a cette nouvelle atmosphère dans le monde du travail qui fait aujourd'hui de l'autonomie une qualité. Les entreprises et les managers ont besoin de personnes qui soient capables de travailler seules, de pouvoir s'auto-organiser, de pouvoir planifier elles-mêmes leurs tâches et de rendre des comptes, c'est-à-dire de venir avec des résultats, mais de ne pas avoir à être chapeauté du matin au soir. Et ça a l'air simple dit comme ça, mais ce n'est pas évident, parce que pour ceux d'entre nous qui nous suivent et qui sont managers ou qui gèrent ne serait-ce qu'une ou deux personnes dans leur équipe, vous savez très bien qu'une des difficultés qu'on a lorsqu'on délègue, c'est de s'assurer que le travail soit fait. Donc ça, c'est la crainte de tous les managers. Est-ce que la tâche que j'ai demandée a été accomplie? Parce que si elle n'est pas accomplie, le N+1 tombera sur le manager et le N+1+1 tombera sur le N+1. Donc, on est dans un système d'entonnoir qui fait qu'aujourd'hui, être autonome, c'est quelque chose qui est véritablement prisé et qui est recherché par les entreprises. Il faut que vous soyez force de proposition. Il y a également le fait que la pression qui repose sur les managers est énorme. Lorsque vous pensez que vous avez beaucoup de pression, demandez à votre supérieur, échangez avec lui et vous vous rendrez compte qu'il a autant de pression que vous, sinon plus. Et lorsqu'on peut se décharger, entre guillemets, pas se décharger de ses tâches, mais confier, je vais utiliser ce terme-là, c'est mieux, confier des responsabilités à des collaborateurs en étant certain qu'ils vont les accomplir avec véritablement une bonne conscience professionnelle, on est soulagé et on peut soi-même être plus performant. Voilà donc pourquoi vous devriez véritablement travailler à développer l'autonomie qui est très recherchée par les entreprises. Et pour ça, il faut se prendre en main. Pour être autonome, il faut se prendre en main, il faut savoir s'organiser. Parce que quand on parle d'autonomie, on parle d'organisation. Et l'organisation, c'est quelque chose qui est également très, très prisé par les entreprises en termes de soft skills. Vous allez à des entretiens aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver à parler 15 minutes de ces aspects-là et à devoir prouver pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes autonome et que vous savez vous organiser. Quels sont les outils que vous utilisez vous-même au-delà des outils de travail collaboratif mis à disposition par l'entreprise? Votre entreprise a peut-être mis en place une série de suites logicielles pour permettre le travail surtout sur les projets, d'accord, sur les différents projets, et vous les utilisez, ces outils-là. Mais au-delà de ça, votre organisation personnelle à vous-même, où en êtes-vous? Comment est-ce que vous organisez vos tâches dans la journée? Il y a tellement de petits détails auxquels on ne fait pas attention souvent. Vous savez, on se laisse emporter par l'opérationnel. On arrive au travail le matin, on démarre, on dit oui, j'ai telle chose à faire, on commence, un collègue vient, il y a une interférence, un appel, une deuxième interférence. Après, on doit peut-être sortir faire certaines courses pour l'entreprise, on revient et on se rend compte en fin de journée qu'on n'a pas fait le tiers de ce qu'on avait à faire. Je pense que si chacun des participants devait honnêtement se poser cette question, il se rendrait véritablement compte, s'il ne le fait pas encore, qu'il n'arrive pas toujours, et ce n'est pas faute de vouloir le faire, à remplir sa journée convenablement. Et le taux de réalisation en fin de journée de vos tâches ou de vos objectifs est assez faible. Pour cela, il faut que vous rentriez tout de suite dans une autre dynamique, qui va être celle de l'auto-organisation. Vous devez définir une routine de travail. Je vous donne l'exemple le plus simple, c'est le mien. Moi, quand j'arrive au boulot, malgré la panoplie d'outils, Google Agenda et plein d'autres outils que j'utilise avec les collaborateurs, je prends toujours une feuille, j'utilise la bonne vieille méthode de la feuille et du stylo et je réorganise maintenant toutes les tâches que j'ai de prévues sur la journée sur une feuille de façon hiérarchique. Parce qu'il y a aussi cet aspect, savoir s'organiser, c'est savoir prioriser. Savoir le sens des priorités. Tout est important, tout n'est pas urgent. Et on tombe souvent dans le piège de vouloir tout faire ou parce que quelqu'un vient de vous demander quelque chose dans l'urgence, vous voulez le faire. Les pauses que l'on prend par exemple pour répondre à ces mails,
Je sais à quel point ça rend les gens improductifs. À titre d'exemple, vous devriez vous définir des plages dans la journée pendant lesquelles vous répondez aux mails. Moi, je ne réponds pas aux messages WhatsApp, par exemple, pendant un bon moment. J'ai 2 ou 3 plages dans la journée où je réponds aux messages WhatsApp. Parce que sinon, toutes les 2 minutes ou toutes les 30 secondes, vous êtes interrompu. Ça vient parasiter votre concentration et votre productivité. Donc, pour les mails, pour les messages WhatsApp, pour toutes ces choses-là, il faut avoir des plages. Et pour le reste, il faut organiser vos tâches de façon véritablement hiérarchique. Peut-être que certains l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais une chose est de savoir les choses, une chose est de les appliquer. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus parce que l'autonomisation, ça passe par ça. Nous avons un autre point qui est l'adaptabilité. Les entreprises aujourd'hui recherchent des personnes qui soient capables de s'adapter facilement et donc qui ont de la polyvalence à revendre. On ne va pas vous demander, si vous êtes responsable communication, d'aller vous occuper de la comptabilité de l'entreprise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, les barrières entre les postes sont, sauf les postes très techniques, sont de plus en plus sont de plus en plus floues. Ces barrières-là sont de plus en plus floues pour une raison très simple, les entreprises sont plus flexibles et plus malléables. Encore une fois, nous vivons à une ère qui est particulière. Notre génération a vécu la crise du Covid. Pour d'autres, ça a été la grippe espagnole et pour d'autres, ça a été d'autres crises sanitaires. Et ce sont des crises qui viennent chambouler véritablement les habitudes. On parlait déjà de soft skills avant, mais avec cette crise, c'est devenu un sujet capital que même en Afrique où on a un peu de retard généralement à adopter tout ce qui vient en termes de tendance des entreprises, même en Afrique, on en parle de plus en plus et les entreprises forment leurs collaborateurs aux soft skills. Vous devez apprendre à être polyvalent, à vous adapter. Parce que tout change aujourd'hui à une vitesse folle. Et quand on parle d'adaptation, on parle de personnes qui ne se laissent pas déstabiliser par les crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient financières, qu'elles soient commerciales. Une entreprise, c'est une entité. Elle traverse des cycles. Donc, il y a forcément, quel que soit son niveau de prospérité, il y a toujours des difficultés au sein d'une entité. Même si vous prenez aujourd'hui Tesla, Samsung, etc., qui ont des capitalisations boursières totalement folles, à la limite de l'absurde même, chaque année, ces entreprises-là, dans certains départements, traversent des difficultés. Elles ont des challenges. Et plus la boîte est grosse, plus on travaille sous pression. Comment est-ce que vous arrivez à ne pas vous laisser déstabiliser? C'est ça que les entreprises recherchent aujourd'hui. Vous savez, la loi de l'évolution, elle est simple. Nous sommes les êtres que nous sommes parce que plusieurs espèces animales ont connu des mutations. Et même quand vous regardez la nature aujourd'hui, ça continue. Ce n'est pas toujours la loi du plus fort. Ce n'est pas la loi du plus fort physiquement. C'est la loi du plus fort aussi, je dirais, mentalement, intellectuellement, celui qui est le plus smart. Les animaux qui arrivent à s'adapter sont ceux qui vont progressivement connaître des mutations et leur corps va changer. C'est de la même manière que l'entreprise. Les collaborateurs qui sont les plus smart, les plus résilients et qui savent s'adapter progressent. Et vous voyez des gens qui passent d'un département à un autre en progressant tout doucement, en utilisant leur bagage intellectuel, c'est vrai, mais ce n'est pas des savants, ils ne sont pas omniscients dans tout, ils ne connaissent pas tous les domaines. Ils ont surtout cette capacité-là qu'il nous faut absolument développer si on ne l'a pas, ou si on l'a qu'il faut continuer à développer, qui consiste à savoir s'adapter véritablement à toutes les situations possibles et de la meilleure des manières possibles. Donc, l'adaptabilité et l'autonomie sont véritablement des clés. Ensuite, je voudrais vous parler de la résolution des problèmes. C'est une compétence, je dirais, en tout cas moi dans mon entreprise, c'est une des compétences clés dans les entreprises que je gère pour choisir des collaborateurs ou les promouvoir d'autres. Je regarde beaucoup cette aptitude-là. Pourquoi? Un manager ne peut pas passer son temps à trouver des solutions à tous les problèmes. C'est impossible. Même s'il le veut, il ne pourra pas le faire de façon réaliste. Le temps matériel dont vous disposez dans une journée, même pour ceux qui bossent 12-13 heures, ne vous permet pas de faire face à toutes les difficultés. Nous avons parlé tout à l'heure de la délégation. Lorsque vous déléguez à des personnes, surtout, qui sont capables d'apporter des solutions. Quelle est aujourd'hui la capacité que vous avez à résoudre un problème?
Quand je parle de résoudre un problème, il ne s'agit pas d'un problème de tous les jours. Lorsqu'il y a des problèmes particuliers, lorsqu'il y a des secousses, comment vous faites face à cela? Le design thinking, pour ceux qui savent ce que c'est, est très à la mode. Pourquoi le design thinking est à la mode? Et je vais faire cette petite parenthèse. Le design thinking qui est né dans les années 80 aux États-Unis et qui aujourd'hui se propage un peu partout comme un fléau, mais un fléau positif, a été développé par les Américains, comme souvent, pour une raison très simple, parce qu'entre les différents départements, il n'y avait pas assez de collaboration. C'est-à-dire que quand il y a un problème, le département marketing va essayer de trouver sa solution. S'il y a un problème, par exemple, de packaging ou de communication, donc le département comme marketing va trouver une solution. Ils vont envoyer leur projet peut-être de nouveau packaging au département financier, qui lui va mettre des semaines et des semaines à l'analyser pour au final ne pas le valider. Et il va falloir reprendre à zéro. Ou alors, même s'il le valide, ça va aller à la direction générale. Et on peut perdre plusieurs mois dans les process. Toutes les entreprises, aussi grandes soient-elles, ont fonctionné comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'avec le design thinking, on ait ce décloisonnement-là, où les silos, en fait, ont été éclatés. Et les entreprises ont compris qu'il était préférable, lorsqu'il y a un problème, de rassembler autour d'une table, de façon très pratique, les spécialistes de différents domaines, de les mettre ensemble pour qu'ils puissent résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va prendre des représentants de différents départements, on va les mettre autour d'une table, peut-être qu'ils seront 10 ou 15, on les met en séminaire pendant 3 jours, une semaine, on leur dit « trouvez une solution ». Et là, tous les goulots d'étranglement sont sautés au fur et à mesure. On n'attend pas qu'un projet soit envoyé à notre département, analysé. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration, un travail d'équipe qui est important. Et ça, ce sont des valeurs qui sont, ou je dirais des compétences qui sont recherchées par les entreprises aujourd'hui. Vous devez vous former sur le design thinking. Comment est-ce que le design thinking fonctionne? Le design thinking qui s'inspire du monde des designers, et on la design et on la thinking, n'est-ce pas? Donc, c'est la pensée par le design conceptuel. Il faut développer cette capacité-là pour montrer votre facilité à apporter des solutions à votre entreprise. Et c'est là que vous devenez un élément capital. C'est là que vous devenez un élément clé. C'est là que vous êtes conforté dans votre position et que vous pouvez donc avoir des promotions plus facilement ou décrocher un emploi. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur la résolution des problèmes. Nous avons ensuite la créativité qui s'inscrit un petit peu dans le même giron que, je dirais, la résolution des problèmes, avec cette différence que la créativité est souvent attribuée au monde des startups. Souvent, pourquoi? Parce que les startups innovent. Et ce qu'on vous demande justement, c'est d'innover. Aujourd'hui, la capacité d'innovation, elle est prisée par les entreprises. Bien sûr, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, il y a des codes. Si vous travaillez dans la banque, dans les assurances, dans ce qui est finance et même dans d'autres domaines, il y a des codes, il y a des choses qui sont normées. N'empêche qu'aujourd'hui, on recherche des innovateurs. C'est pour ça que je vous parlais d'intrapreneurs. Aujourd'hui, on ne recherche plus des collaborateurs, on recherche des intrapreneurs. C'est-à-dire qu'on recherche des entrepreneurs à l'intérieur de notre entreprise. Quand on est recruteur, c'est ce qu'on recherche. Des personnes qui soient capables d'apporter de l'innovation et de même bousculer parfois les manuels de procédure. Bien sûr, toujours avec l'aval de la hiérarchie, l'aval de la direction, mais les collaborateurs qui ne prennent pas d'initiative, qui sont toujours, qui sont, on va dire, comme on dit, excusez-moi l'expression, des bénis oui-oui, qui ne prennent pas du tout les devants, qui ne sont pas force de proposition. Je vous assure que les organisations aujourd'hui n'en veulent plus. Parce que l'évolution du monde et ce que ça demande aujourd'hui en termes de flexibilité, ça ne nous permet pas de rester assis et de rester cantonnés à ce que l'on sait déjà faire depuis toujours. On a besoin de regards nouveaux. La transformation digitale des entreprises, par exemple. Ces 5-10 dernières années, on a vu toutes les entreprises courir vers la digitalisation. La preuve, nous sommes en train de participer à un webinaire. Il y a 10 ans, il n'y en avait quasiment pas, en tout cas pas sous nos cieux. Qui sont les personnes qui ont mis ce webinaire en place? Ces personnes-là, elles ne sont pas des spécialistes forcément de la communication digitale, ou alors, même si elles le sont, elles ont travaillé avec d'autres personnes dans leur équipe qui ne le sont pas, mais qui ont développé très rapidement une capacité d'adaptation. À qui on a dit, OK, voilà comment ça fonctionne, on va avoir besoin de tel outil, il faut faire telle chose, il faut communiquer de telle manière, il faut être sur les plateformes sociales. Est-ce que vous voyez la vitesse à laquelle le monde digital évolue? Il y a 2 ans, 3 ans, personne ne connaissait TikTok.
En tout cas, sous nos cieux, honnêtement, personne ne connaissait TikTok, quasiment. Et là, Covid, bam, TikTok explose. Les entreprises aujourd'hui, pour la plupart, en tout cas, beaucoup d'entreprises sont sur TikTok et travaillent avec des influenceurs, etc. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Comment vous faites si vous n'avez pas cette capacité d'innovation et cette créativité pour dire à vos patrons, ah tiens, sur TikTok, il y a un influenceur qui a 2 millions d'abonnés, on peut le contacter, et puis je pense qu'on pourrait faire une publicité dans tel domaine avec, ou du placement de produits avec tel influenceur. C'est ça l'innovation. Et c'est ce que les entreprises recherchent. Des collaborateurs qui avancent avec le temps, qui se forment, qui s'auto-forment, qui n'attendent pas uniquement les formations de l'entreprise, qui vont de l'avant et qui sont prêts à porter leur entreprise vers le haut. Voilà pourquoi il est important d'avoir la créativité comme arme dans sa besace, je dirais. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la créativité. Nous avons parlé de la polyvalence. Il y a quelque chose de très important aujourd'hui. On parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement, dès la fin de ce webinaire, à faire des recherches sur l'intelligence émotionnelle. Nous connaissons tous le quotient intellectuel. Encore une fois, c'est comme les hard skills, les compétences techniques. Le quotient intellectuel a pendant longtemps été tenu comme, je dirais, seule unité de mesure de l'intelligence. Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous que lorsqu'on parle de quotient intellectuel, on parle aussi de quotient émotionnel, de plus en plus. Et si vous ne le savez pas, vous, les recruteurs le savent. Les DRH le savent. Et les gens se forment à cela. Parce qu'on s'est rendu compte que se baser uniquement sur l'intelligence QI, c'était considérer l'être humain comme un robot. Et aujourd'hui, les gens valorisent tout ce qui est émotionnel. Que mettons dans l'intelligence émotionnelle? On parle de l'empathie, le sens de l'écoute. Quel genre de manager êtes-vous? Est-ce que vous êtes un manager ou un collaborateur qui a de l'intelligence émotionnelle, qui sait accueillir les émotions, qui sait écouter les émotions? Et je pèse mes mots. Écouter, pas seulement les collaborateurs, mais les émotions. Qui sait faire preuve d'empathie, qui sait canaliser les situations en fonction des émotions des autres, mais qui sait également maîtriser ces émotions. Aujourd'hui, pour avancer, vous devez avoir cette qualité-là, qui est l'intelligence émotionnelle, qui est une qualité dont tous les leaders font preuve. Tous les leaders que vous connaissez ont travaillé là-dessus. On ne naît pas forcément avec ce genre de qualité, ou même si on a des prédispositions, il faut les travailler. Donc, vous devez travailler à développer votre intelligence émotionnelle, qui va vous permettre de comprendre vos collaborateurs différemment et de savoir comment les manager. En fond, on a une expression en fond qui dit, c'est-à-dire savoir comment procéder, comment mettre un pas devant l'autre en fonction du collaborateur que vous avez. Parce que les boss ou les leaders, je dirais les managers super autoritaires, qui partagent rien du tout, qui sont froids, etc., c'est bientôt fini. On est en train d'arriver à la fin de cette ère-là. Parce qu'on veut aujourd'hui réintroduire l'humanisme beaucoup plus. C'est paradoxal parce qu'on développe des robots, n'est-ce pas? Mais justement, on sait qu'on développe des robots pour certaines choses et on reconnaît aujourd'hui qu'il faut ramener autre chose que l'intellect uniquement dans la relation humaine. Parce qu'une entreprise, c'est un ensemble de personnes. Une entreprise ne fonctionne que si le leader lui-même est opérationnel et si ses collaborateurs sont productifs. Voilà pourquoi l'intelligence émotionnelle est extrêmement importante. Et je souligne cela de 3 traits. Je vous invite véritablement, parce qu'on n'est pas là pour parler uniquement de ça, donc je ne peux pas être beaucoup plus long là-dessus, sur ce point, mais je vous invite vraiment à creuser. Il y a de nombreux articles, des vidéos, de nombreuses ressources en tout cas, qui vous permettront d'en savoir plus. Cela me permet de faire un pont avec une compétence également, une soft skills importante, une compétence douce, prisée, l'auto-formation. Quelle est la dernière fois que vous avez participé vous-même, de votre plein gré, à une formation?
Si vous l'avez fait récemment, je vous félicite, je vous fais un petit bravo. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que ça devienne une habitude. Le monde va trop vite. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut se payer le luxe de continuer à former ses collaborateurs sur tous les sujets importants qu'il y a. Il y en a trop. Et la formation, elle a un coût que les entreprises intelligentes sont prêtes à, bien sûr, à payer. Mais ça demande aussi du temps. Donc, votre entreprise ne peut pas vous envoyer en formation pour tout. Moi, j'évolue dans le marketing digital, entre autres. J'ai d'abord, la première boîte que j'ai créée, c'était une agence de communication en 2012. Et je continue à faire du consulting en tant que freelance sur tout ce qui est communication et marketing. Donc, j'ai fait pas mal de community management pendant plusieurs années. On a géré des pages sur les réseaux sociaux pour des politiciens, pour des entreprises, pour des personnalités publiques. Mais il y a une compétence que je n'avais pas et que j'ai été obligé de développer l'année dernière sans que personne ne m'en parle. La publicité sur Facebook. Aujourd'hui, une grosse partie des budgets, comme de toutes les grandes marques, de Coca-Cola à la petite marque du quartier, passe par Facebook. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Facebook, c'est une régie publicitaire. C'est une régie publicitaire avant tout. Et c'est aussi Facebook l'outil de ciblage le plus pointu de la planète aujourd'hui. Je répète, Facebook, bien utilisé, reste l'outil de ciblage le plus pointu. Donc, je vous épargne même la communication traditionnelle, c'est-à-dire above the line, où on retrouve la télé, la radio, les panneaux, etc. Même au niveau de tout ce qui est below the line, donc beaucoup plus ciblé, il n'y a rien aujourd'hui, que ce soit de la communication traditionnelle ou nouveaux médias, comme on dit, qui soit plus puissant que Facebook. Alors, je me suis retrouvé à vouloir lancer une plateforme de e-learning l'année dernière quand on lançait academyrock.com, le site academyrock.com. Dans une situation, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait faire de la publicité véritablement. Et je me suis enfermé pendant une semaine. J'ai acheté une formation en ligne, je l'ai suivie. J'ai également suivi de nombreuses vidéos sur YouTube, j'ai lu de nombreux articles. Puis j'ai acquis des bases et au bout d'une deuxième semaine, mais à ne faire vraiment que ça, j'ai commencé à sentir que je comprenais bien le système et je me suis jeté à l'eau. Personne ne m'a demandé de le faire, mais je savais que c'était une compétence qui me manquait. Et je vous invite à développer justement le sens de l'autocritique. Ça, c'est les soft skills, ça. Savoir être objectif, se remettre en question et prendre les décisions qu'il faut. Parce que la vie de l'entreprise, avec l'opérationnel qui est véritablement pompant et qui est une routine entraînante, nous amène souvent à ne pas développer, à ne pas continuer à nous développer nous-mêmes. Nous développer, c'est investir en nous, c'est investir dans des livres, c'est investir dans de la formation sur des compétences que l'entreprise ne te demande peut-être même pas tout de suite, mais que tu sais utile dans la suite de ton parcours. Parce que théoriquement, tu as un projet professionnel. Théoriquement, chacun devrait avoir un projet professionnel. Et sur la base de ce projet professionnel, lorsqu'on croise celui-là avec l'évolution d'une entreprise et les facteurs exogènes aussi, comme par exemple la crise du Covid qu'on a eue, on doit pouvoir mettre le doigt sur un certain nombre de compétences à développer en plus. Donc, il est important véritablement que vous fassiez ce travail-là de remise en question quotidienne, ce travail qui va vous permettre de pouvoir aller vous former davantage. Il y a ce que j'appelle aussi la règle des 3 R. Ça, c'est un concept propre à moi, que j'ai développé dans mon ouvrage Jusqu'au bout j'irai, et qui pour moi est un principe clé du leadership humain, qui dit soft skills dit leadership. Alors, j'aimerais bien le partager avec vous. La règle des 3 R entend résilience, réactivité et réalisme. Le premier R, c'est la résilience. La résilience, ce n'est pas la persévérance et ce n'est pas l'endurance. Les gens font souvent la confusion. La résilience, c'est la capacité à se servir de la puissance de l'échec pour rebondir. Ce qui est différent de la résistance ou la persévérance. Parce que le résilient, c'est celui qui a connu un échec. On vous a peut-être confié un projet pour vous piloter dans l'entreprise. Vous allez vous casser la figure. Mais au lieu de vous aplatir et de faire piètre figure, justement, vous rebondissez. Et je vous promets
que lorsque vous le faites avec sincérité et que vous croyez véritablement à l'accomplissement de la mission qui est la vôtre, si vous avez également l'honnêteté de vous asseoir pour identifier les causes de l'échec, vous finissez par dépasser les résultats qui sont attendus. On s'entende bien. Il ne s'agit pas de célébrer forcément l'échec, mais il s'agit de comprendre que dans chaque échec, il y a des leçons. Et généralement, lorsqu'on capitalise véritablement sur les erreurs, on arrive à rebondir. C'est comme une balle qui touche, qui vient se heurter au sol, mais qui va remonter plus haut que la première fois. Ça, c'est la résilience. Elle est importante pour tous, que vous soyez stagiaire, à la recherche d'un emploi. Parce que à la recherche d'un emploi, vous allez à des entretiens 1000 fois, vous ne décrochez rien. Lorsque vous allez au énième entretien, un recruteur avisé pourra sentir en vous si vous êtes complètement désespéré et résigné ou si vous avez la niaque de continuer. Croyez-moi, je ne suis pas des RH, mais j'ai fait tellement d'entretiens, parce que l'entrepreneur, c'est d'abord un super RH, finalement un super RH, qu'aujourd'hui, c'est des choses que je décèle à l'œil nu. Donc, imaginez un spécialiste des ressources humaines. Vous devez développer la résilience. Le deuxième R, c'est la réactivité. La réactivité, c'est cette capacité-là à aller vite. Pas à bâcler, mais à aller vite. Nous sommes dans un monde où les choses bougent à une vitesse grand V. Un bon manager est un manager qui, lui, prend des décisions efficaces. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des dizaines de décisions à prendre, ou des centaines, et des dizaines de mails auxquels il faut répondre. Si vous ne faites pas preuve de réactivité, vous allez rentrer dans le cycle de la procrastination. Et là, vous êtes mort. Parce que quand on commence à procrastiner, on n'est pas sorti de l'auberge. Retenez bien ceci. Now means name of the winners. C'est ce que je me répète tous les jours. Pour garder en moi la philosophie do it now, je me répète que now means name of the winners. C'est-à-dire que now, c'est le nom des gagnants, des vainqueurs. Évitez de procrastiner au maximum. Soyez réactifs. Faites les choses aussi vite que vous pouvez. Sans bâcler encore une fois. Mais développez cette aptitude-là à ne pas remettre ce qu'on peut faire rapidement à demain, à remettre. D'où l'organisation, d'où la priorisation au niveau et l'optimisation du temps de travail. Le troisième R, c'est celui du réalisme. Je crois qu'on l'a évoqué un peu avant, en disant qu'il faut soi-même être honnête. Il faut être honnête envers soi-même et se dire qu'on arrive à reconnaître ses échecs. Lorsque dans votre département, on vous fustige pour une raison ou une autre, ne criez pas tout de suite à la vendetta, au sabotage, à ceci ou à cela. Analysez objectivement les choses. Il est difficile de se regarder dans un miroir et de se dire la vérité. Parce que souvent, il est plus facile d'accuser les autres. De se dire que le chef ne nous aime pas ou que le directeur a une dent contre nous. De se dire qu'on ne reconnaît pas notre travail à sa juste valeur. C'est ce que j'appelle le calimérisme. Être dans le cycle de Calimero où on se plaint tout le temps. Il faut absolument sortir de là, être réaliste et savoir que nous avons tous des faiblesses, identifier ces faiblesses-là et pouvoir justement les corriger. On ne pourra pas toutes les évoquer, mais je pense qu'il y a quelques-unes de ces compétences qui sont clés et que nous sommes en train d'aborder. Je voudrais parler de l'exemplarité aussi. L'exemplarité, et pour résumer ça, je dis souvent qu'un boss est différent d'un leader. Attention, quand je parle de boss au sens francophone. Parce qu'en anglais, le patron se boss, c'est boss. Mais dans notre univers francophone, le mot boss peut avoir une connotation péjorative parfois. Parce que le boss, souvent, on l'identifie comme le tout-puissant, celui qui arrive à 9h20 quand il a convoqué une réunion pour 9h, celui qui ne libère pas les dossiers à temps, mais qui s'en prend aux collaborateurs quand eux ne sont pas à jour. Le véritable leadership, ce n'est pas ça. Parce que le leadership, c'est la capacité à mener des hommes ou un groupe d'individus ou une organisation vers un objectif connu de tous. Et si vous voulez y arriver, vous devez être exemplaire. C'est-à-dire que s'il y a une réunion à 8h, vous devez être là à 8h moins 5. Je dis souvent à mes collaborateurs que les excuses doivent rester à la porte. Le mot sorry, on dépose ça quand on arrive au bureau, on le dépose à l'entrée de l'entreprise et quand on sort le soir, on le récupère si on a envie de le trimballer dans sa vie personnelle.
Donc, vous devez être exemplaire, faire ce que vous demandez. Le leadership, c'est pas, comme on dit, c'est pas comme dans le Zoulou où on dit ne fais pas fais ce que je fais, non, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. You gotta preach what you teach and teach what you preach. Ou talk the walk and walk the talk, comme disent les Américains. Ce que vous dites, vous devez le faire pour montrer l'exemple. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que les entreprises aujourd'hui recherchent. Des personnes qui aient le leadership nécessaire pour véritablement retranscrire ce qu'elles-mêmes, elles ont comme valeur. Et je voudrais, sur cette liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, de soft skills, je voudrais finir en évoquant la communication. La communication dans laquelle il faut entendre communication orale, communication émotionnelle et tout le reste. Communication orale d'abord. Quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas capable de prendre la parole pour présenter un projet, faire une présentation PowerPoint, pour présenter son responsable, son patron, il va avoir beaucoup de barrières dans son évolution professionnelle. C'est devenu capital aujourd'hui de développer, d'avoir ou de développer des capacités oratoires. On ne vous demande pas de devenir un sophiste ou de devenir le magicien de la rhétorique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il existe partout, dans toutes les villes, des clubs pour développer l'oratoire, développer ses qualités oratoires. Il existe des vidéos en ligne, vous pouvez rester chez vous et le faire. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez l'obligation de savoir parler convenablement pour convaincre, négocier, séduire. Vous aurez besoin de faire ces trois choses-là tout au long de votre carrière, quel que soit votre poste. Convaincre, défendre votre point de vue, négocier, pas seulement votre salaire, mais beaucoup d'autres choses, et séduire. Donc, apprendre à s'exprimer convenablement et à maîtriser le jargon de son entreprise, de son secteur, c'est important. On ne demandera pas à un banquier de parler de la même manière que quelqu'un qui évolue sur le marché des métaux précieux ou dans une entreprise de courtage, de matières premières, par exemple. Donc, selon votre secteur d'activité, vous devez maîtriser déjà le jargon, maîtriser les codes et avoir également votre touche en tant qu'orateur, parce qu'il y a autant d'orateurs que de personnalités. Donc, la communication orale, travaillez là. Quand on parle de communication orale, il y a bien sûr l'autre versant qui est la communication non verbale et qui est extrêmement importante aussi. Vous allez en entretien où vous voulez postuler pour une promotion interne, vous voulez décrocher un marché en tant qu'entrepreneur, vous allez rencontrer des gens. Le monde est basé sur l'interaction. Vous rencontrez des gens, il y a des personnes qui savent déceler un nombre incalculable de choses. Pourquoi est-ce que vous ne fixez pas les gens dans les yeux quand vous parlez? Pourquoi vous regardez vers le bas à certains moments alors que d'habitude vous cherchez vos mots en regardant vers le haut? Pourquoi votre gorge s'assèche lorsque vous voulez donner certaines informations? Le visage, à lui seul, comporte des milliers de micro-expressions. Je vous rassure, je ne connais pas 1% de ces micro-expressions-là, je ne suis pas un spécialiste. Mais j'en connais quelques-unes qui sont fondamentales et qui me permettent de pouvoir soit bluffer, comme au poker, lorsque je suis en négociation, soit maîtriser un certain nombre de propos ou donner du crédit à ce que je dis. Donc, la communication orale, donc verbale si vous voulez, et non verbale, ce sont deux versants qui vont ensemble. C'est les deux faces d'une même pièce et il faut que vous travailliez à développer ça. Et le dernier point en parlant de communication, c'est la communication interpersonnelle que vous devez absolument apprendre également à développer. Comment est-ce que vous faites entendre vos idées? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'exprimer. Et je pense qu'il y a également des aspects socio-culturels. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion parce que vous vous rendez compte que les collaborateurs, parfois, à cause de la relation hiérarchique qu'on a dans notre culture, ils ont du mal à faire des propositions. Déjà, on est beaucoup sur le vouvoiement dans beaucoup de boîtes.
il y a pas mal de barrières qui sont mises et qui ne permettent pas toujours aux gens de s'exprimer librement, de pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur. Vous devez travailler à dire poliment ce que vous pensez, mais à le dire fermement. Vous devez travailler à savoir communiquer avec vos collaborateurs, à ne pas laisser les petites dissensions qu'il y a eu, ou alors les accrochages, c'est humain. Ne pas laisser ces choses-là comme si elles n'avaient jamais existé pour garder de la rancœur, éviter de partager des infos. C'est impossible d'être productif et d'avoir des résultats, de performer si on ne communique pas. Et vous n'allez pas attendre votre manager, votre supérieur pour le faire tout le temps. Vous devez vous-même développer cette capacité-là. Celui qui sait communiquer apprend à gérer les hommes. Celui qui sait gérer les hommes, il se pave un chemin vers la promotion professionnelle. C'est indéniable. Donc, ce sont là quelques compétences 12 clés que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous avons parlé de résilience, réactivité, réalisme, la règle des 3 R. On a parlé d'adaptabilité, de communication. On a parlé de résolution de problèmes, capacité à résoudre les problèmes et de créativité. Nous avons parlé de polyvalence, d'autonomie, d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Voilà autant de compétences qu'il vous faut développer. J'espère surtout que ce premier contact avec les soft skills, ou alors, peut-être que ce n'est pas le premier, ce nouveau contact avec les soft skills vous permettra d'aiguiser votre curiosité de sorte à ce que vous alliez faire des recherches supplémentaires, que vous alliez vous former véritablement pour continuer à croître en tant que personne, en tant qu'être, en tant que collaborateur et en tant que professionnel. Et pour ça, pour finir, je vous dirais qu'il y a une méthode très simple. C'est déjà de s'asseoir, de prendre une feuille et de noter ce que les gens vous reprochent, de noter ce que vous vous reprochez vous-même et de voir sur cette première base-là, de dresser un genre de matrice en vous disant quelles sont les qualités optimales d'un leader dans mon secteur d'activité, par exemple, et comment est-ce que je peux les développer. Voilà, j'ai noté 10 compétences clés, j'en ai 2, il m'en manque 8. Comment maintenant je vais développer ces 8 compétences? Donc, reconnaître les faiblesses, les analyser, prendre des décisions, être franc avec soi-même, se former et travailler à développer ces compétences-là. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura apporté un plus, comme on dit, vous aura apporté de la matière et du grain à moudre pour continuer à croître professionnellement. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr disponible pour les questions que nous allons voir dans la partie suivante avec M. Samuel Adib. Merci à M. Ezi pour cette brillante présentation sur les soft skills. Et j'espère, chers participants, que nous avons pu tirer le meilleur de cette présentation. Alors, nous avons quelques questions que nous avons pu recueillir de la part des participants, ceux-là qui nous suivent en ce moment. Monsieur Ezi, si vous le permettez, on va y aller. On a un certain nombre de questions ici et avec votre permission, on va y aller. Est-ce qu'on pourra y aller? Oui, bien sûr. Let's go. D'accord. Alors, une question, la première que j'ai pu noter ici. Le diplôme est-il important pour réussir en entreprise? C'est là la première question. Le diplôme est-il important pour véritablement réussir en entreprise? Je ne sais pas si vous répondez au fur et à mesure. Hein. D'accord, très bien. Alors, ouais. C'est une question pour laquelle, ou à laquelle, bien sûr, il ne peut pas avoir une réponse, on ne peut pas avoir une réponse type, parce que je vous dirais encore que tout dépend du secteur dans lequel vous évoluez et de l'entreprise en elle-même, de la culture de l'entreprise. Vous savez, si vous arrivez à Google et que vous êtes un jeune codeur, jeune ou pas jeune d'ailleurs, ça je dis jeune, vous pouvez ne pas être jeune, mais vous êtes un codeur, et que vous avez appris le code seul. Il y a tellement d'autodidactes aujourd'hui dans notre monde, dans tous les domaines. Vous avez appris à coder tout seul. Vous êtes extraordinairement compétent. Je vous assure qu'ils ne vont pas forcément vous demander votre CV parce que c'est une entreprise qui a une culture pragmatique.
S'ils se rendent compte que vous êtes un génie ou que vous êtes super excellent, ils vont même venir vous chercher. Vous n'irez même pas à Google. Parce qu'ils ont plein d'antennes, ils ont des programmes dans tous les pays, des antennes pour suivre un peu ce genre de personnes-là et chasser, comme on dit, chasser les têtes. Si vous voulez rentrer dans une boîte d'assurance, je pense que pour certains postes, on va vous demander quand même d'avoir étudié cette discipline-là, d'avoir fait assurance, banque, finance ou quelque chose, pour connaître quand même le métier. Moi, je n'y connais absolument rien aujourd'hui. Je ne peux pas me présenter dans une entreprise et leur dire, vous savez, je suis quelqu'un, j'ai un leadership convaincant, donnez-moi tel poste. Non, parce que je n'y connais rien. Il me faudrait un minimum de formation. Parce que là, on est sur un versant technique. Vous ne pouvez pas devenir non plus cadreur dans une chaîne de télévision si vous n'avez pas suivi un minimum de formation, soit dans une école, soit en autodidacte. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Si l'organisation dans laquelle vous vous rendez est une organisation qui a une culture pragmatique et qui se dit, nous allons juger sur la compétence pratique de cette personne, elle pourrait vous faire des tests et vous prendre. Mais si elle a besoin d'un diplôme, parce que c'est écrit comme ça dans ses manuels de procédure, il vous faudra un diplôme. Et de toute façon, pour être très réaliste, même ceux qui rentrent dans des entreprises ou qui sont à des postes sans diplôme, mais parce qu'ils ont une compétence qu'on leur a reconnue, à un moment ou à un autre, s'ils veulent continuer à progresser, on leur demande quand même d'avoir un diplôme. Pour atteindre certains niveaux dans la sphère managériale, si vous montez, peut-être qu'on vous demandera un MBA, on vous demandera un diplôme. Parfois, on vous dira même, tu as beaucoup de potentiel, je te vois ailleurs dans 5 ans, mais pour ça, il faut que tu suives des cours du soir ou que tu ailles faire un master en ceci ou en cela. Parce que sinon, malgré toute notre bonne volonté, on ne pourra pas te passer à ce poste. Donc, il faut savoir se peser et tout dépend encore une fois du projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je me suis lancé par exemple dans certains domaines où je n'avais pas de formation, mais moi, je suis entrepreneur, je mets des projets en place et un entrepreneur a la latitude, même s'il ne connaît pas un domaine, de se former et d'aller embaucher des gens qui maîtrisent le domaine. Comme disait Steve Jobs, l'objectif de l'entrepreneur, c'est d'embaucher des gens pour que ces gens-là lui disent quoi faire. Bon, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais de façon optimale, c'est ça. Donc, le diplôme, en fonction de ce que vous voulez faire, peut être important. Ça dépend de votre situation, de votre pays, du secteur. Analysez les choses, soyez objectifs et réalistes et parlez aux gens qui sont dans les domaines que vous visez, qui sont déjà dedans. Eux, ils vous diront la vérité. Pardon. Sorry. Alors, merci à M. Ezi pour cet élément de réponse qu'il apporte à cette première question. On a une question d'un autre participant, Willy, c'est son nom. Il vous remercie d'ailleurs pour cette brillante présentation, M. Ezi. Merci. Il a 2 préoccupations, sinon 3, dit-il. La première, comment identifier clairement les domaines dans lesquels il faudra s'auto-former pour que cette auto-formation puisse contribuer à notre efficacité au sein d'une entreprise. Ça, c'est la première préoccupation. Je vous donne la deuxième. Pourriez-vous nous donner quelques plateformes ou sites Internet qui pourraient éventuellement nous aider dans notre auto-formation? Et la troisième préoccupation, pourriez-vous nous rappeler la notion des 3 R? Alors, très bien. C'est bon ou je reprends pour vous? Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Parfait. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Je commencerai par la première. En ce qui concerne l'identification, encore une fois, je vais donner une réponse qui va paraître un peu similaire à la précédente, mais c'est parce que j'aime être objectif et il ne s'agit pas de donner de fausses clés aux gens. Vous ne pouvez pas, depuis un bureau étranger à une entreprise, prendre un stylo et définir quelles sont les compétences clés. Je parlais au début, pour ceux qui étaient là depuis le départ, de la culture d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, ça veut dire que vous connaissez la mission de l'entreprise, vous connaissez sa vision et vous connaissez ses valeurs. Théoriquement, toutes les entreprises en ont. Si votre entreprise ne vous a pas fait cas de cela de façon officielle, parce que parfois, quand c'est des startups ou des jeunes boîtes, bon, les promoteurs ou les fondateurs ne prennent pas forcément la peine de détailler tout ça, mais échangez avec
les patrons, et vous arriverez à déceler les valeurs. À partir du moment où vous avez vu ça, et vous savez quelles sont les valeurs qui sont prioritaires, qui sont priorisées dans votre entreprise, vous devez absolument dresser, comme je l'ai dit à la fin de mon intervention, un mapping, mapper les compétences. Aujourd'hui, si vous faites, vous pouvez faire des recherches sur les soft skills, vous en verrez plein. Il y en a plein, mais il y en a qui reviennent tout le temps. Et ce sont celles-là que j'essaie de développer avec vous. Vous pouvez déjà partir sur cette base-là et vous dire, est-ce que je suis quelqu'un qui a le sens de l'écoute et de l'empathie? Faites-vous un petit tableau. OK, de 1 à 10, honnêtement, où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à s'organiser, à être autonome et à produire du résultat sans que mon patron ou mon supérieur soit derrière moi tout le temps? Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est comme des matières à l'école. S'il y a des matières dans lesquelles vous êtes conscient d'avoir en dessous de la moyenne, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réviser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à identifier très clairement un problème. Par exemple, ils disent « je n'arrive pas à prendre la parole en public ». Parce que les 3 peurs les plus répandues de notre ère, c'est la peur d'être pauvre, la peur de mourir en avion et la peur de parler en public, ce qu'on appelle la glossophobie. Donc, beaucoup de gens sont glossophobes. Si vous savez par exemple que vous êtes glossophobe, il faut maintenant prendre le traitement. Mais vous ne pouvez pas vous traiter si vous n'identifiez pas, il n'y a pas de cause. Il faut un diagnostic. Le diagnostic, c'est vous-même qui devez le poser. Et en fonction de votre personnalité, comme je dis, mais aussi de ce qu'on recherche dans votre domaine. Si vous êtes dans une entreprise de service, aujourd'hui nous sommes avec l'UBA. Si je travaille dans la banque et que je sais que je suis une personne froide, alors que je suis au contact de la clientèle, c'est peut-être ma nature d'être quelqu'un de froid, mais cette nature-là ne va pas me faire aller bien loin. Donc, je vais être obligé de travailler mon relationnel, de travailler ma capacité à créer du lien avec les autres. Si je suis tout le temps derrière mon ordinateur et que moi, je suis programmeur, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de développer, en tout cas pour le travail, dans la vie, ça peut être utile, hein, mais pour le travail, je n'aurai pas besoin de cette même compétence. J'aurais besoin peut-être d'avoir une compétence sur la valeur écoute, par exemple, parce que les utilisateurs des programmes que je mets en place pour l'entreprise, lorsqu'ils me font des feedbacks sur les bugs et tout ça, je devrais avoir assez d'humilité et de recul pour comprendre ce qu'ils m'apportent. Donc, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut faire ce travail-là. Ensuite, vous demandiez des plateformes pour se former. Bien évidemment, je vais vous parler d'abord de la Rock Academy, sur laquelle il y a des formations. C'est une plateforme de e-learning qui existe depuis à peu près 1 an et que j'ai mise en place avec mon équipe. Et c'est des formations vidéo que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable et vous suivez les vidéos chapitrées à votre rythme. Donc, c'est www.academyrock.com, académie en français, hein, IE-ROC, ROC.com. Et voilà. Et il y a également d'autres plateformes de e-learning. Vous pouvez simplement faire des recherches sur Google ou sur YouTube en fonction de la thématique qui vous intéresse, faire une recherche et trouver des vidéos, consacrer du temps. Si vous êtes prêt, vous êtes décidé vraiment à consacrer du temps à votre formation et un peu d'argent pour avoir des formations de qualité parfois, alors faites des recherches Google et YouTube et vous trouverez ce qu'il faut. Et sur la règle des 3 R, je répète donc, puisqu'on m'a demandé un rappel, il s'agit de pratiquer cette règle-là qui est celle de la résilience, la réactivité et le réalisme. La résilience, la réactivité et le réalisme. C'est la règle des 3 R. Merci, Monsieur Ezi, pour ces différentes réponses. Une dernière question peut-être, celle de notre ami Anissé. Est-il nécessaire de disposer d'un plan de développement de ces soft skills? Si oui, quels sont les aspects à considérer? Anissé qui demande aussi où est-ce qu'il pourrait ou comment se procurer de votre ouvrage jusqu'au bout du gré. Voilà, pour finir avec notre ami Anissé. Merci beaucoup, merci Anissé, merci Samuel. Alors, un plan de développement pour les soft skills, oui. Il faut surtout un plan de développement, je dirais, moi j'aime bien dire aux gens que si vous n'avez pas de plan pour vous-même d'abord, c'est difficile d'avoir un plan de carrière. Le plan, la carrière est une partie de la vie. Vous avez votre carrière, mais vous avez une vie personnelle aussi.
vous devez avoir un plan d'évolution personnelle. Et dans ce plan-là, puisque le travail est au centre de notre existence quand même, dans ce plan, vous avez un plan d'évolution professionnelle qui n'est pas un plan figé. C'est un plan évolutif. Parce qu'il faut de la flexibilité pour savoir s'adapter aux changements de la vie, aux changements dans la carrière, etc. Les compétences dont vous avez besoin aujourd'hui, si je rentre moi dans une entreprise de distribution en tant que livreur, les compétences douces, les soft skills dont je vais avoir besoin ne seront pas les mêmes que celles qu'il me faudra lorsque je vais devenir responsable commercial. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je rentre dans une entreprise de distribution, je suis livreur. Au-delà de savoir conduire une moto, ce qui est là une compétence dure, c'est une compétence technique, puisqu'on va me dire, êtes-vous muni d'un engin, moyen de déplacement? Oui. Au-delà de ça, je vais devoir être quelqu'un de patient. Vous savez, faire des livraisons, c'est extrêmement compliqué. On rencontre tout type de clients. Je vais devoir développer une carapace à la mauvaise humeur. Je vais devoir être quelqu'un d'affable, de souriant. Et si ce n'est pas dans ma nature, je vais aller développer ça. La qualité du service client. Comment je vais faire pour délivrer un service de qualité? Parce que je sais que j'ai besoin de ça à ce poste. Mais à ce poste, je n'aurai pas forcément besoin d'être force de proposition, c'est-à-dire un collaborateur qui prend des initiatives particulières, puisque je serai à un poste où j'attendrai qu'on me dise « Régis, il y a 3 livraisons à effectuer dans les 2 prochaines heures, voici ton trajet ». À ce poste-là, je n'ai pas forcément besoin d'être force de proposition. Si je le suis, c'est bien, mais ce n'est pas encore indispensable. Mais le jour où j'apprends que l'entreprise veut faire une promotion interne pour le poste de directeur commercial et qu'on veut choisir parmi l'équipe des livreurs actuels, je ne vais pas seulement aller travailler sur les compétences techniques d'un directeur commercial ou d'un responsable commercial. Je vais travailler aussi sur les compétences managériales. Je vais me demander qu'est-ce qu'il faut pour être un bon directeur commercial. Et c'est à ce niveau que je vous invite à être plus curieux. Je nous invite tous d'ailleurs à être plus curieux et à faire beaucoup de recherches. Vous savez, aujourd'hui, comme je dis, Google, ça doit être le meilleur ami de tout le monde. On trouve tout sur Google. Malheureusement, dans nos environnements, les gens pensent que Internet, la plupart du temps, se résume à Facebook et WhatsApp, qui sont des canaux très utiles, certes, mais n'oubliez pas Google et YouTube, qui peuvent vous apporter des réponses à quasiment tout. Donc, pour finir avec mon exemple illustratif, si je vais faire des recherches pour savoir quelles sont les qualités de bon responsable commercial, je verrai qu'on me parlera d'être force de proposition, être créatif, être dynamique, être ceci, être cela. Et j'identifierai donc les compétences que je n'ai pas, mais qui sont nécessaires pour ce poste-là, et j'irai travailler sur ces compétences. Le jour où je vais changer de secteur, il va falloir que je garde avec moi le bagage de compétences déjà développées, mais que je rajoute d'autres. C'est pour ça que je vous dis que tout dépend de votre plan de vie, dans lequel se trouve votre plan de carrière. En fait, il faut que vous voyez les choses comme un entonnoir et que vous travaillez là-dessus, ou que vous vous fassiez accompagner si vous n'êtes pas en mesure de le faire seul. Mais c'est très important de mener ce genre de réflexion. Et pour répondre à la dernière question, mon ouvrage « Jusqu'au bout j'irai », il est disponible sur mon site www.regisezin.com, regisezin.com. Vous pouvez également me contacter, ou contacter le service de livraison au 69, enfin 00229 69 49 32 30 pour que vous soyez livré, que ce soit pour cet ouvrage ou pour le plus récent qui s'appelle « Apprendre à entreprendre » et qui est un ouvrage de leadership à destination des leadership et entrepreneuriat à destination des adolescents. Donc voilà. Avec votre permission, Monsieur Izzy, on va peut-être prendre la toute dernière, ça va être la toute dernière question qui vient de notre ami que nomme Brice. La procrastination doit être bannie, même dans la vie active. Il dit, comment en tant que directeur général, comment peut-on faire pour gérer plus de 1000 mails par jour sans pour autant remettre tout à plus tard? Alors, il faut bien comprendre que, bon là vous avez pris l'exemple 1000, pardon, qui n'est pas le plus simple, mais qui est réel. Ouais. Vous avez 1000 mails par jour,
soyez certain que si vous n'avez pas installé, mis en place des process dans votre entreprise, vous êtes foutu. Déjà, si vous recevez 1000 mails par jour, c'est que votre boîte, votre entreprise est une très grosse entreprise. On est d'accord? Et si vous avez une très grosse entreprise, vous avez beaucoup de collaborateurs. À partir de ce moment-là, la délégation, c'est également une compétence douce qui est très recherchée. La délégation de tâches. Beaucoup de patrons, de managers ont le syndrome de... pensent qu'ils ont le don d'ubiquité, qu'ils peuvent être partout. C'est parce qu'on veut bien faire. Ça part d'une bonne intention. Ou alors on a peur que les autres ne fassent pas aussi bien que nous. Mais vous êtes obligé de responsabiliser des gens dans vos équipes, de donner à chacun son couloir et d'avancer. Lorsque vous avez un directeur marketing, lui, il va avoir un responsable réseaux sociaux. Si je prends la taille d'une entreprise où vous recevez 1000 mails, hein, c'est un exemple. Un responsable réseaux sociaux, il va en avoir un autre qui va être sur tout ce qui est médias. Il va en avoir un autre pour ci, un autre pour ça. Lorsque je reçois 1000 mails, est-ce que vous pensez sincèrement que un patron traite 1000 mails lui-même? Non, il ne traite pas 1000 mails. C'est-à-dire, il ne répond pas aux 1000 mails. Mais il redirige les mails. En tout cas, une bonne partie. Les mails qui sont directement de son ressort, il va les traiter. Mais si je reçois une demande de proforma, moi, je ne traite pas ce genre de mail. Je l'envoie au service qui est en charge de cela, donc au service commercial. Lorsque je reçois un courriel des impôts, je le transfère à la direction administrative et financière. Mais je lis, attention, je lis toujours. Parce qu'en fonction de ce qui est dans le mail, je mettrai pour traitement ou alors je vais dire pour avis. C'est comme quand on affecte des courriers physiques. Mais vous ne pouvez pas affecter sans avoir pris connaissance du contenu. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne architecture aussi à l'interne, même si vous n'êtes pas nombreux. Si vous êtes 5, parce que la boîte a la capacité d'embaucher 5 personnes, répartissez-vous les tâches de sorte à ce que chacun soit dans son couloir. Sinon, vous allez passer votre temps à répondre aux mails et à ne pas avancer. Donc, vous devez rediriger, vous devez déjà déléguer convenablement, mettre chacun dans son couloir, comme je dis. Ensuite, rediriger les mails en fonction de leur contenu. Et il vous faut également définir, c'est mon conseil en tout cas, des plages horaires, des séquences dans la journée où vous répondez aux mails. Vous répondez aux messages WhatsApp, parce qu'on parle de mails. Mais aujourd'hui, vous imaginez le nombre de préoccupations qui se traitent par WhatsApp. On s'envoie quasiment plus de mails. Enfin, si, je ne veux pas dire qu'on ne s'envoie plus de mails, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne s'envoie plus de mails. Et une fois que le premier mail est parti, on traite le reste de la relation par WhatsApp. Donc, c'est toujours comme un mail. Et comme je vous disais, mon exemple personnel, c'est que moi, avant 11 h, le matin, si j'ai un peu de temps, je peux checker rapidement. Sinon, avant 11 h, je ne fais pas de WhatsApp. Les gens vont penser que je suis en ligne, mais en fait, c'est parce que je suis connecté sur mon ordinateur aussi. Mais je ne fais pas de WhatsApp, sauf qu'il y a des urgences. Et je travaille sur ce que j'ai à faire. Il y a des réunions, il y a des dossiers à gérer. Après, je fais ma pause WhatsApp. Elle peut durer 15-20 minutes. Je vais faire une pause mail et je vais en avoir une autre dans l'après-midi. Et éventuellement une le soir si je suis sur une période où c'est très chargé. Mais si je ne m'organise pas comme ça, si vous ne vous organisez pas, vous allez être complètement emporté par le flot des préoccupations, en sachant que sur tout ce qu'on va vous envoyer comme message, comme mail, comme message WhatsApp, etc., il y en a plein qui ne seront pas urgents. Mais vous allez passer du temps à lire d'abord et à répondre. Donc, ça va vous faire perdre du temps et la déconnexion lorsqu'on fait une tâche et qu'on arrête pour aller faire autre chose. Sachez qu'il est 2 fois plus difficile de retrouver le même niveau de concentration quand on y revient, même si c'est 10 secondes plus tard. Donc, organisez vos journées de travail de façon optimale. Déléguez, mais n'oubliez pas, quand on délègue, on contrôle. C'est pour ça que, en ce qui concerne les mails, par exemple, le champ CC existe. Le champ CC a été créé pour ça. Le champ CCI a été créé pour ça. Mettez-moi en copie. Vous demandez à un collaborateur, gérez-moi le dossier, mais mettez-moi en copie. Et vous voyez passer. Donc, vous suivez le flow et vous voyez comment est-ce que ça évolue. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Délégation, supervision, organisation. Merci pour la réponse à la question de notre ami Brice Kenom. On l'avait annoncé comme la toute dernière, mais là, on a une dernière. Elle est plutôt
vous concerne particulièrement, comment postuler et bénéficier d'un stage dans votre cabinet. Peut-être qu'on vous lui donnerez rendez-vous sur votre site ou comment vous le faites? Oui, vous pouvez aller, en fait, étant donné que je suis sur diverses entités, je ne vais pas me mettre à donner tous les mails. Vous pouvez simplement aller sur mon site regisezine.com, regisezine.toutattaché.com et m'envoyer un message par le formulaire de contact et ce sera redirigé vers les personnes qui s'en occupent. Voilà un exemple pratique. Je vais lire votre mail, mais je vais devoir le rediriger vers les ressources humaines. Voilà un exemple pratique de la délégation. Voilà, Monsieur Ezi, nous sommes donc arrivés au terme des questions qui vous ont été posées. Avant de boucler définitivement la boucle de ce webinaire, est-ce que vous avez un mot pour clore cet entretien? Alors, j'aimerais simplement dire qu'il ne faut jamais arrêter d'investir en soi. Je crois qu'on en a parlé et je vais continuer à le dire parce que c'est une habitude que nous n'avons pas beaucoup sous nos cieux. Heureusement, ça commence à changer. Nous ne devons jamais arrêter de lire. Nous ne devons jamais arrêter d'aller à des formations. Nous ne devons jamais arrêter d'apprendre en ligne, de quelque manière que ce soit. Nous devons toujours chercher à améliorer notre niveau de compétences et de, comme on dit en franglais, hein, ces anglicismes, de délivrabilité. Voilà, qu'est-ce que tu es capable de produire pour ton entreprise, pour toi-même? Est-ce que quand tu regardes 2019, 2020 et que tu analyses 2021, est-ce que tu as progressé? Je ne te demande pas seulement si ton salaire a progressé. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Je ne te demande pas si tu as gagné plus d'argent en tant qu'entrepreneur. Si c'est le cas, je suis heureux pour toi. Mais est-ce que toi-même, objectivement, tu as l'impression, en tant qu'être intellectuel et être émotionnel, d'avoir progressé, d'avoir développé de nouvelles compétences, d'être passé à un échelon supérieur? Parce qu'en fin de compte, nous sommes là pour gravir des marches. Nous sommes là pour être un peu meilleurs chaque jour, pour être des lumières pour notre entourage, aussi bien au travail que dans la vie. Donc, continuons, commençons ou continuons, ça dépend des cas, à investir en nous-mêmes. Continuons à investir en nous-mêmes. C'est justement sur ces mots d'encouragement que nous allons mettre un terme à cette session. On vous dit merci de nous avoir suivis. Il était question aujourd'hui des soft skills, comment atteindre des résultats exceptionnels grâce aux soft skills. On en a parlé. Pour revenir sur ces différents points très rapidement, on a parlé de l'autonomie, de l'adaptabilité, de cette capacité à résoudre les problèmes, de cette capacité de créativité également. Il faudrait plutôt pencher pour une auto-formation afin de combler ces lacunes. Et en tant que leader, il faudrait donner le bon exemple. Il était question de l'exemplarité. Et puis aussi, on a parlé de la communication, savoir développer ces mécanismes-là pour communiquer au mieux, pour se vendre soi-même, mais aussi vendre son entreprise. Il était également question des 3 R très importantes pour notre invité. Il parlait de la résilience, de la réactivité, mais surtout du réalisme. Voilà, c'était donc sur ces points que M. Régis Ezi, on le rappelle, il est fondateur et président directeur général de Iridium Sal. C'est un entrepreneur, un speaker motivateur, un entrepreneur plutôt multicasquette que nous avons reçu pour ce premier numéro des UBA Business Series. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et à tirer le meilleur de cette présentation. On va vous donner rendez-vous une prochaine fois pour d'autres numéros avec d'autres invités pour partager avec vous d'autres expériences qui porteront au loin, au sommet, pourquoi pas, votre entreprise. Merci de nous avoir suivis. Cette session sera disponible dans les prochains jours sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Vous pourriez revisiter ces points abordés par notre invité aujourd'hui. Monsieur Ezi, merci d'avoir été des nôtres. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci à chacun et à tous. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre numéro des UBA Business Series. Merci, à très bientôt.